Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs en direct sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre et avant tout Eid Mubarak Saïd, l'île Jamir pour cette journée de demain en cette fête du sacrifice. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, page Facebook de Média TV, le hashtag 60MPC. N'oubliez pas que cette émission est la vôtre et elle continue de l'être. Comme tous les soirs, pendant 60 minutes, nous allons commenter, essayer de comprendre l'actualité nationale et internationale en compagnie d'experts, d'observateurs nationaux et internationaux. Et les experts qui ont accepté d'être avec nous ce soir en cette veille de l'Aïd. Et je les remercie, vraiment. Maître Younes Aniba, avocat au barreau de Casablanca, vice-président de Uniconso, l'association de protection du consommateur de Casablanca. Tout à fait. Bonsoir, maître. Bonsoir. Yasser Monkachi, fondateur du premier site de vente en ligne de moutons, Sardi.ma. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Docteur Aziz, Marhaban, vous êtes ancien chef du service vétérinaire de Rabat et vous êtes consultant en santé animale et hygiène alimentaire. Docteur Abdelaziz Choukri, le deuxième docteur de la soirée, chef de division vétérinaire de l'hygiène alimentaire à l'ONSA. Je rappelle que l'ONSA, c'est l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. 4,5 millions, 5 millions, c'est à peu près le nombre de têtes d'ovins destinées à l'abattage cette année au Maroc à l'occasion de Eid al-Adha chaque année. La question de la sécurité sanitaire se pose autant que celle du prix qui, au dernier moment, notamment aujourd'hui et notamment la veille, on va en parler, peut atteindre des sommets dans certaines régions, pesant ainsi considérablement sur le budget des ménages, surtout en période de rentrée scolaire. Disponibilité, circuit de distribution, pression sur le budget des ménages, sécurité sanitaire, Eid al-Adha, une fête sous contrôle, c'est le titre de l'émission de ce soir. À l'approche de l'Aïd, les services sanitaires de l'ONSSA sont sur le pied de guerre. Leur objectif, garantir une viande saine et propre à la consommation. Pour cela, différentes mesures sont prises, des campagnes de vaccination et des actions continues de surveillance du cheptel. C'est justement le travail de Oudriri Mohamed Taha, vétérinaire. Il se rend ce matin dans ce marché à bestiaux installé provisoirement dans la région de Rabat. Comment on fait? Eh bien d'abord, on observe le troupeau. On regarde chaque mouton pour voir comment il se porte et s'il est actif. On examine ses yeux, sa queue pour voir s'il n'y a pas de diarrhée et on regarde son ventre pour s'assurer qu'il n'est pas gonflé. Voilà en gros notre travail. Enfin, on lâche la bête pour voir comment elle se tient debout et comment elle marche. Parmi les autres missions de ces vétérinaires, ils doivent rappeler aux éleveurs les conditions d'hygiène à respecter et assurer le suivi des bêtes malades. Si des symptômes graves apparaissent, les services de l'ONSSA doivent procéder à l'abattage des bêtes, moyennant une indemnisation à l'éleveur. Ils font avec nous le suivi des médicaments. Si une bête est malade, on les consulte. On va voir le vétérinaire et c'est lui qui nous prescrit des médicaments pour le mouton. Heureusement, cette année, le cheptel se porte bien grâce à ce suivi. C'est aussi le constat du ministère de l'Agriculture qui estime cette année l'état sanitaire du cheptel national satisfaisant. Mais un risque demeure. Malgré les moyens déployés, certaines maladies ne sont pas détectables facilement. La tuberculose bovine, par exemple, une maladie contagieuse. Les services de l'ONSSA ont fait état de 1300 cas en juillet dernier et 1450 en août. Mais certains bovins ne présentent aucun symptôme et sont pourtant porteurs de la bactérie. Sans compter que certains éleveurs sont réticents à prévenir les autorités sanitaires, car l'indemnisation prévue ne couvre pas tous les montants engagés. Bien, messieurs, bon, on va essayer bien sûr de comprendre comment va se passer cette fête du sacrifice, de savoir si on est en sécurité d'un point de vue sanitaire. Vous êtes là pour ça, on a deux docteurs vétérinaires sur le plateau, ça va nous permettre de comprendre de quelle manière les gens qui nous regardent peuvent consommer leurs moutons en toute sécurité. Mais avant ça, c'est vrai que le rôle de l'ONSA, c'est quand même un office qui est extrêmement important, savoir dans quelle mesure, d'un point de vue général, l'ONSA agit toute l'année, parce que bon, c'est vrai qu'on fait un focus pendant l'Aïd al-Adha avec un focus sur la viande et sur l'abattage, on y reviendra notamment. J'aimerais juste donner ce chiffre, on est à 12 kilos en termes de consommation, 12 kilos par an, par habitant, c'est à peu près 12, ça. 13 kilos. Voilà, 12-13 kilos par an, par habitant, et pendant l'Aïd, ça représente 20% quand même de la consommation pendant l'année. Alors,
Revenons à l'ONSA, docteur Choukri. L'ONSA, les attributions de l'ONSA, elles sont beaucoup plus larges que ça concerne la viande, mais ça concerne beaucoup d'autres choses. Bonsoir, Eid Moubarak Saïd, mes meilleurs voeux et les voeux de l'ONSA à tous les Marocains et à leur tête Sa Majesté le Roi et à tous les musulmans du monde, comme c'est une fête qui nous religieuse, regarde à travers exactement, qui nous regarde. L'ONSA est un établissement public créé en 2010 suite ou bien dans le cadre du plan Maroc Vert. Le Maroc Vert est venu pour une stratégie bien précise de production agricole en général, y compris production animale. Et l'ONSA a été créé dans le cadre du plan Maroc Vert pour accompagner cette stratégie de croître la production et veiller sur la qualité des produits et la sécurité sanitaire de tous les produits qui sont mis sur le marché ou bien importés ou exportés. Alors ça ne concerne pas que la viande, hein. Non, on est bien ça d'accord. concerne tous les produits alimentaires, qu'ils soient végétaux, qu'ils soient animaux, y compris les produits de la pêche et de l'aquaculture. Tout ça, c'est le champ d'activité de l'ONSA. Donc, il est là pour veiller au patrimoine animal, donc tout ce qui est santé animale et prophylaxie animale, et il est là pour veiller sur le patrimoine végétal, tout ce qui est activité phytosanitaire et surveillance phytosanitaire de nos végétaux, que ce soit forêt, que ce soit les arbres fruitiers, que ce soit le blé, quel que soit le végétal. Donc l'ONSA, c'est tout ce qui est chaîne alimentaire, depuis le producteur, depuis la ferme, depuis le bateau, jusqu'à l'assiette. Exactement. Bon. Très bien. Alors, docteur Marhaban, vous êtes consultant en santé animale et hygiène alimentaire, vous êtes ancien chef de service vétérinaire de Rabat. Là, on voit bien que c'est du champ à l'assiette. Beaucoup de gens se posent aussi des questions sur les intrants. C'est-à-dire, pour avoir un mouton ou n'importe quel type de bétail, il faut qu'il mange. Et est-ce qu'on sait ce qu'il mange? Ça, on y reviendra tout à l'heure pour savoir exactement, dans le choix des moutons, savoir ce qu'ils mangent. Comment on peut savoir ce qu'ils mangent et quel impact ça a sur l'animal? Non, c'est-à-dire que parce que vous savez bien que pour l'Eid, les gens, ils engraissent. Et lorsqu'ils engraissent, ils fixent un programme. Donc, ils veulent, par exemple, avoir des moutons à 40 kilos, à 50 kilos, à 60 kilos ou à 80. Donc, ils vont poser des rations. Qui va répondre à cet objectif pour atteindre cet objectif? Ouais. À peu On près, peut faire un parallèle avec l'engraissage des oies et des canards pour faire du foie gras. On est dans la même logique. Non, c'est-à-dire il y a des aliments concentrés, destinés à la consommation. Je peux vous donner un exemple, par exemple l'orge, la fève, le sang, le pulpe. Il y a plusieurs rations et parmi ces aliments, il y a des aliments d'origine locale et il y a des aliments importés. Mais au niveau de l'importation, il y a un rôle de l'ONSA qui est joué au niveau de l'importation. Il ne faut pas croire qu'on importe n'importe quoi. Tous les aliments, aussi bien pour le consommateur que pour l'animal, ils sont soumis à un contrôle strict au niveau des frontières. Alors, j'ai une question sur Twitter. Certains moutons sont engraissés aux corticoïdes. Rapport qualité-prix, où est la vigilance des pouvoirs publics? Est-ce que c'est vrai ça? Expliquez-nous. Exactement, s'il vous plaît, là, les corticoïdes. Pour qu'on évite tout amalgame. L'année dernière, je vous donne ce que nous avons fait l'année dernière. L'année dernière, parce que là, nous n'avons pas encore les choses en main, mais l'année dernière, on a fait une enquête pour voir, parce qu'il y a quand même des dires, il y a beaucoup de choses qui sont dites, comme quoi les moutons sont engraissés surtout les fientes. Alors, vous êtes docteur. Bon, voilà. Excusez-nous, on va venir à vous dans pas longtemps. Je sais que je prends les expertises au moment où on en a besoin. Vous êtes docteur, juste expliquez-nous. Les corticoïdes, bon, je ne suis pas médecin, les gens peuvent savoir, mais corticoïdes, ça agit comment et quel est le danger? Parce que... Les corticoïdes sont là pour faire prendre du poids à l'animal. C'est ça, c'est un anabolisant. Pour faire prendre du poids à l'animal. Mais l'animal, surtout avec l'engraissement,
Et là, les médecins peuvent le prouver. Un mouton qui a déjà une masse graisseuse autour du corps, et si on lui injecte des corticoïdes, il ne peut pas résister. Il ne tiendra pas. C'est sûr, il ne tiendra pas. Donc, c'est une question que les citoyens doivent éliminer de leur tête. Il n'y a pas de ça. Alors, je reviens à l'alimentation. Ce sont des rumeurs qui ne sont pas fondées. Ni plus ni moins. Je reviens à l'alimentation. L'alimentation, maintenant, nous avons plus d'une cinquantaine d'établissements, des grands établissements qui produisent des aliments pour animaux. Et maintenant, nous sommes arrivés, le top de la production mondiale, il calcule le poids quotidien, le gain quotidien de chaque animal selon... Vous êtes un éleveur, vous demandez une ration bien précise, il faut la produire avec le prix. Et ces établissements, sont agréés par l'ANSA. Et ils ont un système de HACCP, de maîtrise des points critiques, qu'ils doivent prouver comme quoi l'aliment qui est produit, et ça, il ne présente aucun danger pour les animaux. D'autant plus que l'ANSA fait des prélèvements pour s'assurer. Mais il ne fait pas un contrôle systématique, c'est impossible. Oui. Mais c'est un contrôle scientifique basé sur un échantillonnage représentatif, scientifique, pour prouver, pour dire comme quoi tout ça, c'est des rumeurs, ils n'ont aucune valeur. Alors, on va revenir bien sûr sur ces aliments. On va parler aussi des moutons bio, parce qu'on en a entendu parler. On va voir dans quelle manière on peut avoir un mouton estampillé bleu. Yasser Montrachi, fondateur du premier site de vente en ligne du mouton sardi.ma. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui, je pense, ça a été lancé l'année dernière. Expliquez-nous tout simplement, parce que c'est le e-mouton, c'est mouton 2.0. Alors, tout d'abord, Eid Moubarak Saïd à tous les téléspectateurs de Média TV, à tous les Marocains. Et Sardi.ma, c'est une aventure entrepreneuriale. C'est une idée qui est venue comme ça, mais comme une idée n'est pas suffisante, c'est son exécution qui est la plus importante. Ici, on s'accorde à un contexte local et on essaie de développer un site web e-marchand. C'est le premier site e-commerce d'ailleurs de vente de moutons dans le monde. C'est-à-dire que les expériences, il y a eu des expériences avant nous, mais c'était des sites d'exposition de moutons. C'était pas des sites de vente en ligne. Aujourd'hui sur sardi.ma, on peut, excusez-moi le pitch, mais on peut... Non, mais qu'on comprenne exactement... on peut choisir son mouton, on peut vérifier sa fiche technique bien comme il faut, voir ses photos et l'acheter. Bah oui. Comme pour une voiture. Oui, tout à fait, y compris l'alimentation. Et son alimentation qui est bio, d'ailleurs. Et on vient d'en parler, on audite un petit peu nos partenaires, on a une approche partenariale, inclusive, avec des éleveurs naissiers de sardi, strictement, de race sardi, qui sont dans le berceau de la race qui est très populaire d'ailleurs au Maroc. Et nous auditons tout cela et nous accordons une importance primordiale à la qualité. Et la qualité, comme vous l'avez très bien souligné, elle vient par ce que mange le mouton. Vous êtes un Ishonnar, quoi. On n'est pas des Ishonnar, on va dire. On essaye d'être dans une approche, on va dire, inclusive et de commerce équitable. C'est-à-dire que on essaye de nouer des partenariats avec des éleveurs naissiers, pas avec des intermédiaires. On essaie de maîtriser la chaîne de valeur de A à Z pour garantir un partenariat gagnant-gagnant, pour garantir un commerce équitable qui va être bénéfique à la fois pour l'éleveur naissier, le site sardi.ma et le consommateur. Bon, voilà. Non mais regardez, et on a un vendeur de moutons sur le plateau et on voit comme ça. Maître Hannibal, je vous fais réagir. On va revenir parce que c'est vrai que on va parler d'alimentation bio, vous parlez aussi de contrôle de la filière. Dans quelle mesure l'ONSA, vous connaissez bien le site, de quelle mesure vous l'avez adoubé? Mais le site n'est pas sous le contrôle. Non, mais alors justement, on va en parler. Tu vas pas tarder. Maître Hannibal, ça tombe sous votre contrôle. Vous êtes avocat, vice-président d'une association de protection du consommateur. Vous auriez déjà imaginé avoir à faire un site e-marchand qui vend des moutons? Je ne sais pas si je vais vous étonner, je m'en réjouis. Ah bon? Pourquoi? Parce que... Parce que c'est structuré, vous aimez ça? Non, justement, parce que non seulement c'est structuré, mais en plus, vous savez, la protection du consommateur, on agit sur plusieurs domaines et dans plusieurs, disciplines. Il y a ce qui relève de l'ONSA, je me réjouis également de leur présence pour expliquer justement un certain nombre de choses aux consommateurs.
Il y a aussi des relations avec les banques, il y a des relations avec les promoteurs immobiliers, et il y a un cadre juridique, c'est-à-dire il y a un contrat qui garantit un certain nombre de, des précautions pour le consommateur. Ce qu'on relève dans la pratique et à l'occasion de l'Aïd al-Adha, c'est que les ventes se font en l'absence de toutes ces garanties, c'est-à-dire ça se paie cash, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de garantie, on n'a pas l'identité sur le vendeur, donc on ne sait pas qui vend. Au cas où il y aurait un problème sur la chose vendue, en l'occurrence le mouton, là il n'y a pas de garantie. Donc on est, en absence d'un cadre juridique adéquat pour permettre l'entame d'une procédure éventuellement, s'il y a lieu de l'engager, pour vice pour plutôt vice caché ou bien pour n'importe quel autre motif. Maintenant, avec justement un site, ça rentre d'abord dans le cadre légal général et en plus dans la loi 3108 qui prévoit un chapitre clair sur la vente à distance. On est plein dedans, il y a un certain nombre de garanties qui ont été prévues dans le texte de loi et à partir du moment où il y a ces garanties sont Vous donnez un certificat de garantie? Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais... Si c'est bio, vraiment bio, ils doivent le... Alors, on va y arriver. Mais c'est vrai que d'un point de vue juridique, vous dites, et vous avez souligné, on le sait, c'est la réalité, toutes les transactions profitent au monde rural, on verra ce que ça amène au monde rural, et c'est extrêmement important pour le pays. Mais c'est vrai que dans la relation acheteur-vendeur, on n'a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun recours après par la suite. Le problème maintenant, c'est qu'avec la fête du mouton, s'il y a uniquement la relation consommateur-éleveur au producteur, oui, mais c'est ce problème d'intermédiaire, c'est ce qu'on appelle Shinnaka. Et Shinnaka, lui, il ne connaît rien dans l'animal, il achète de l'éleveur ou du producteur et il va vendre au consommateur. Alors, j'ai une question et vous pourriez y répondre. Qui contrôle-t-on? Qui contrôle les vendeurs? Qui contrôle-t-on, pardon, ça c'est une réaction sur Facebook, les vendeurs ou bien les éleveurs? Parce que les vendeurs peuvent injecter des produits sans être contrôlés? Point d'interrogation. Ça c'est une question sur Facebook. Ça c'est vrai que là au niveau de l'ONSA, quels moyens vous mettez en œuvre? Quel type d'effectifs vous mettez aussi sur le terrain pour aller contrôler? On contrôle qui? Éleveur ou bien vendeur? Parce que vous êtes un vendeur, vous n'êtes pas un éleveur. Alors, pour l'ONSA, il y a deux axes. Le premier axe, c'est l'axe de la santé animale. L'axe de la santé animale, il est toute l'année. Et avec le staff de l'ONSA, qui est composé de presque 2000 personnes sur le terrain, il y a le staff du secteur privé, des vétérinaires privés. Qui sont mandatés par et sont payés par l'ONSA. C'est pas par l'éleveur. Ils sont payés par l'ONSA, c'est-à-dire par l'État, pour faire ce travail-là de surveillance active. Alors, entre les gens de l'ONSA et les délégataires, finalement, on en a 3000, pratiquement 3000. En tout 3000. Qui sont mobilisés avant l'Aïd. Non, toute l'année. Toute l'année. Là, c'est la surveillance. Toute l'année. Parce que nous sommes obligés, l'ONSA est obligé d'agir s'il y a quoi que ce soit. Et c'est pour cela que, et je le dis clairement et sans ambiguïté, pour l'ovin, le caprin, il n'y a aucun risque. Même sur le plan sanitaire, le risque est très minime pour l'ovin et le caprin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de grandes maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Par la viande. Par la viande. Donc, et par conséquent, mais sur le plan sanitaire, donc santé animale, il y a une surveillance continue active. Chez les éleveurs. Chez les éleveurs. Alors c'est quoi? C'est un échantillonnage? Comment ça fonctionne? C'est systématique? Parce que là, c'est un suivi total de toute une campagne de vaccination. Lorsqu'on dit comme quoi on a vacciné 21 millions de têtes, là, le monsieur le connaît bien, lorsqu'on dit qu'on a vacciné, l'ONSA a vacciné 21 millions de têtes ovines, c'est-à-dire éleveur par éleveur, avec la signature de l'éleveur et du représentant de l'autorité sur place. Comme quoi, les choses ont été faites. Donc, toutes les campagnes des maladies animales pour l'ovin et le caprin sont effectuées toute l'année. Quel type de maladie il y a? Juste pour on a entendu parler d'une maladie dans le reportage. Quel type de maladie peut y avoir chez les ovins? Même si vous dites que le risque est minime en termes de transmission. Il y a plusieurs maladies. Mais plusieurs maladies qui peuvent atteindre le mouton. Mais premièrement, ils sont, disons, au Maroc, ça n'existe pas. Deuxièmement, même s'ils n'existent, ça ne représente aucun danger pour le consommateur. Mais
comme a dit le docteur Choukri, les maladies qui touchent les ovins et les caprins, ils sont minimes par rapport C'est quoi exactement? Par rapport aux bovins. Pour qu'on apprenne, il y a quoi comme type de maladie? Comment? Il y a quoi comme type de maladie? On n'a pas. Peut-être Je vous donne l'exemple. dans la préparation. L'exemple. Dernièrement, les 3 derniers mois, on a entendu parler en Tunisie, en Algérie, en Mauritanie, la fièvre afteuse. Oui. Mais grâce à la campagne de vaccination qui a été une campagne de prophylaxie, et non pas pour éviter l'entrée du virus au Maroc. Préventive. On a tout le Maghreb est touché par tout le Maroc a été vacciné, tout le cheptel marocain a été vacciné contre la fièvre afteuse et par conséquent, avec la surveillance que nous avons, on n'a détecté aucun cas. Pourquoi? Parce que le cheptel est déjà immunisé. Alors j'ai beaucoup de gens, alors beaucoup de questions tournent autour. Et n'oubliez pas, parce que quand même il y a quelque chose de très important. Oui. Nous avons une frontière, je ne sais pas, de plus de 2000 km vers l'Est. Et c'est une frontière qui est perméable. C'est-à-dire il y a des mouvements, même si on fait la surveillance de frontières. C'est impossible de ne pas laisser passer un mouton. Impossible. Par conséquent, nous sommes obligés. J'ai beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport aux injections. Alors, voyez, ça c'est la crainte, vraiment, j'ai l'impression que c'est la crainte des gens. Quelles sont les peines prévues pour ceux qui injectent des produits aux moutons? Alors, vous avez dit, il y a des contrôles qui sont faits. Comment vous détectez? Est-ce que vous avez les moyens de détecter alors on a parlé de corticoïdes, est-ce qu'il y a d'autres choses? Et si jamais c'est détecté, quel est l'arsenal justement juridique qui est mis en place? Quelles sont les peines qui sont prévues? Est-ce que vous avez pouvoir de sanction, etc.? Tout à fait, exactement. Alors, l'ANSA a mis en place depuis sa création, et c'est la loi SSA, la loi sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires qui l'impose, des plans de surveillance, ce qu'on appelle les plans de surveillance de résidus des médicaments et des contaminants. Et parmi ces un corticoïde, c'est un médicament. Donc l'ANSA est obligé de chercher et au niveau des abattoirs, au niveau des points de vente, au niveau des abattoirs, au niveau de l'alimentation animale aussi, est-ce qu'il n'y a pas de résidus de médicaments qui peuvent porter atteinte, préjudice à la santé de l'animal, premièrement, et via l'animal, porter préjudice à la santé du consommateur. Alors, j'aimerais revenir à votre mode de distribution, parce que c'est quand même innovant, donc on est obligé de payer par carte bancaire, donc j'imagine que vous avez une clientèle qui est un peu particulière. Est-ce que ça a fonctionné? Vous êtes là, vous l'avez lancé l'année dernière. Est-ce que il y a un vrai engouement? Ouais, voilà, c'est un bon business? On est globalement content. Parce qu'on ne peut pas prétendre à structurer un marché, à le révolutionner, mais on prétend à contribuer dans cette structuration, dans cette adaptation aux besoins des nouvelles générations. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération de cadres, une nouvelle génération de consommateurs qui est hyper connectée, qui a de nouveaux besoins, de nouvelles perspectives et de nouvelles habitudes de consommation. Nous, en saisissant ce cas du mouton, et ça peut s'étendre à d'autres produits par la suite. Donc ce cas du mouton est très apprenant pour nous et ça a très bien marché avec une panoplie de consommateurs qui nous ont fait confiance et qui sont revenus cette année. Et cette année, on a percé encore plus. Le paiement se fait par carte, le paiement se fait aussi sur place, par téléphone et tout ça. La relation client se fait aussi par téléphone et sur Internet. Et les consommateurs nous font de plus en plus confiance. La première année était l'année de la notoriété. Le pari a été gagné. Cette année, on a plus accès, puisque la notoriété a été acquise, on a plus accès, on va dire, nos efforts sur la qualité. Et pourquoi? Pour justement rencontrer les exigences des consommateurs, et ces nouveaux consommateurs qui sont très exigeants, on va dire. Alors, on reviendra sur la qualité, puis on va revenir sur les races de moutons, on va revenir aussi sur parce qu'on voit des moutons, savoir quel âge ils ont, et puis le rythme de croissance, on va en apprendre des choses aussi sur les moutons ce soir. J'ai une question sur les règles sanitaires, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, quelles sont les règles sanitaires à respecter pendant l'Aïd? Alors, on en a parlé avant l'Aïd. Maintenant, pendant le RID, est-ce qu'il y a des règles sanitaires? Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que ce qui va se passer demain, on le connaît tous, on a tous grandi ici, on connaît les rues. C'est marhaban, les règles sanitaires de base qu'il faut respecter pendant l'Aïd. Maintenant, je pense qu'à cette heure-ci, la majorité marocaine doit acheter
je pense que le premier conseil que je leur donne, il ne faut pas leur arrêter toute alimentation. Il ne faut pas donner l'alimentation jusqu'à 9h du matin pour l'abattre à 9h30. Il faut arrêter au moins 12 heures avant l'abattage, il faut arrêter l'alimentation et donner de l'eau à volonté, mais de l'eau potable. D'accord. L'eau potable. Ça, c'est la première chose. Il faut s'assurer que l'animal, il est bien attaché dans un coin qui ne représente aucun danger sur sa santé. Donc, le lendemain, on va abattre. Et la première chose à prendre en considération, c'est l'emplacement de l'abattage. Il faut qu'il soit propre et avec de l'eau potable. Parce que quelquefois, la viande, il est indemne de tout risque. Mais quelquefois, on peut, parce qu'il y a des risques endogènes qui viennent de l'animal lui-même, mais il y a des risques exogènes qui peuvent venir contaminer la carcasse. Et c'est, par exemple, le lieu d'abattage, c'est le matériel, c'est le personnel qui va abattre. Une fois qu'on est là, on va égorger l'animal, tout en respectant les conditions d'abattage rituel, l'orientation vers la Mecque. Il faut, en général, c'est le père de famille qui va abattre. Une fois que l'animal il est abattu, premièrement, il faut libérer les pieds, les pattes, parce que ces mouvements de pattes, elles aident l'animal à se vider de son sang. Sachant bien que le sang, il est interdit même sur le plan religieux, parce que c'est un produit toxique. Une fois que l'animal on est sûr que l'animal est mort, et le dernier organe qui perd le mouvement, c'est la queue. Une fois que le queue ne bouge plus, ça veut dire que l'animal, il faut laver la plaie. Et c'est la plaie aussi, elle rentre dans l'abattage rituel. Une fois qu'on a fait ça, il faut enlever la tête, enlever les pattes antérieures, les deux premiers, les mettre dans un récipient qui doit être propre, de couleur blanche, parce qu'après on va amener les déchauder, et on commence rapidement l'éviscération, parce que l'éviscération... Il est précis, c'est marhaban, on a le mode d'emploi, mais alors parfait de A à Z. Vous l'avez pas sur le site, ça. Non, c'est un Non, question importante, sérieusement. À quoi il faut faire attention, ne pas toucher un organe particulier, justement pour ne pas contaminer la carcasse. C'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on a enlevé la tête, enlevé les pattes, il faut laver les mains, il faut laver le matériel, le coton, il faut passer l'éviscération, le dépouillement rapidement. Dépouillement, il ne faut pas arrêter parce que c'est question, il y a des normes. Par exemple, en matière d'abattage dans les abattoirs, le dépouillement avec l'éviscération doit se faire pendant 20 minutes pendant l'hiver, pendant l'été, et 30 minutes pendant l'hiver. D'accord, ça c'est important, ça. C'est choqué. Chose importante, c'est qu'il faut, coûte que coûte, éviter, et c'est proscrire de souffler avec la bouche. Justement, j'arrive, parce que au moment où on va dépouiller, il y a des choses à respecter. Premièrement, pas de soufflage avec la main, avec la bouche. Alors attendez, stop. Depuis que je suis petit, j'ai tout... Non, attendez. J'ai toujours vu ça. Non, il faut... Non, mais alors... C'est totalement... Ça dépend pour qui. Oui, alors, dites-nous, expliquez-nous. Pourquoi c'est important pour les gens qui nous regardent? Parce que ces gens-là qui se disent le jour de la fête des bouchers, ils ne sont pas des professionnels. Ça, on va en parler. Mais alors, expliquez-nous le risque. Dans les abattoirs, il est interdit de souffler parce que ça peut passer des microbes. Et je peux vous donner un exemple. Vous prenez deux carcasses. Un, il faut le souffler et l'autre, il faut le souffler. Le lendemain, voir la plaie avec le point de soufflage. Elle devient bleue. Donc, c'est-à-dire qu'il y a infection. Qu'il y a quelque chose. Mais le gars, il fume, donc quelquefois il a une parasite, donc pas de souffle. Deuxième chose, en dépouillant la carcasse, il faut éviter que la peau suive la viande. Troisième chose, et ça aussi on le voit avec ces gens non professionnels, ils utilisent les pieds, leurs bottes, pour compléter le dépouillement de l'animal, de la carcasse. Ça, c'est très important à respecter. Une fois qu'on a dépouillé la carcasse, il faut mettre la peau dans un bac
Et on va revenir tout à l'heure sur ça. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Et on passe à l'éviscération. Et c'est la partie la plus sensible. La plus sensible de la préparation d'une carcasse. Aussi bien au jour qu'au niveau des abattoirs, il faut enlever les sacs, l'estomac plus l'intestin. On va rester à l'estomac, à l'intestin. On fait une pause, on revient après sur la...